Très bien. Bon, bah alors on va commencer par la LCA. Donc vous avez eu tous le temps de faire la LCA, je pense. Bah, de toute manière, j'ai vu. Donc on va commencer alors rapidement, puisqu'on en a parlé avant cette conférence, et puis pour ceux qui ne sont pas ici, je vais vous montrer un petit peu les bouquins, les sources sur lesquelles vous pouvez bosser. Sachant que ce que je vais vous montrer, c'est pas exhaustif. Il y a sûrement d'autres trucs, mais j'ai pas eu le temps non plus de regarder tous les bouquins qui se faisaient pour la LCA, l'ENC. J'ai regardé ce qui m'intéressait le plus et puis ce qu'on m'a présenté, quoi. Donc je vais commencer par celui-là, parce que moi je viens de la fac de Tours. Et à Tours, on a un professeur qui s'appelle le professeur Laurette, qui est membre du CNCI, et qui est un peu chargé de la LCA au CNCI, et qui en parallèle a fait un livre sur la LCA. Donc c'est un truc qui est bon à savoir, un membre du CNCI qui fait un livre sur la LCA. Ceci dit, c'est pas un livre forcément qui est recommandé pour vous, dans le sens où comme il est professeur du CNCI, il ne va pas non plus recommander son livre. Enfin, ce serait trop ambigu. Donc c'est pas le livre que recommande le CNCI. Voilà. Le livre que recommande le CNCI, c'est celui-là. C'est le livre de Joly. Enfin, le CNCI ne lui recommande pas un livre en particulier, mais quand on a discuté avec le professeur Laurette, il y avait un accord fort entre le CNCI et les associations étudiantes qui sont en stress en ce moment par rapport à l'LCA, parce que cette année c'est la première fois. Il y avait un consensus assez fort entre eux pour recommander ce livre. LCA, donc c'est chez Masson, et c'est Joly, l'auteur. De toute manière, le PowerPoint il sera sur le site, et donc vous pourrez avoir toutes les références biblio, etc. dessus, quoi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le livre de Joly, en fait, c'est un livre qui est assez simple d'accès. On ne va pas rentrer trop dans les détails, et c'est ce que souhaite pour l'instant le CNCI, c'est-à-dire qu'il veut vous faire une épreuve pour tester, pour voir si vous êtes capable de lire un article, mais pas pour voir si vous êtes un bon scientifique ou si vous êtes un futur prix Nobel. Parce que en ce moment, on aimerait bien qu'il y en ait tout le temps, mais bon, ce qu'on veut juste, c'est que vous sachiez lire et que vous sachiez ne pas vous faire avoir, entre guillemets, par l'information qui peut être véhiculée par les laboratoires, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé les généralistes convaincus. Donc le professeur Laurette, lui, de Tours, du CNCI, il est de cela. Damien Joly, quand on regarde son bouquin, il est de cela. Et puis à côté, en France, il y a quand même tout un tas de professeurs dans plein de facs différentes qui sont des gros balèzes en LCA, parce que c'est leur métier, c'est des médecins de santé publique, et qui sont un peu frustrés aussi de ne pas avoir de santé publique dans les dossiers de l'ENC, et qui sont très contents d'avoir une épreuve de LCA, et qui, eux, par contre, veulent vous en faire un peu baver, enfin, veulent vous faire des trucs un peu plus durs. Donc il y a quand même des tensions entre les deux, qui vont plus dans le sens quand même de quelque chose de facile. Voilà, c'est bon à savoir. Mais parmi ces gens qui sont des méthodologistes purs et durs, parmi lesquels certains s'y retrouveront sûrement mieux que dans le livre de Damien Joly, parce que ça va être beaucoup plus précis, beaucoup mieux expliqué. Mais par contre, ça va être rentrer plus dans les détails et plus compliqué. Il y a Louis Rachid Salmi et Michel Cuchera, qui sont assez connus. Surtout Louis Rachid Salmi, en fait, qui fait beaucoup de livres, qui fait une collection chez Elsevier. Et justement, cette collection, c'est celle que je vous ai mis attention gratuit, parce que vous pouvez télécharger le livre S'entraîner à LCA sur des articles de chirurgie vasculaire et de médecine vasculaire. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc pareil, je vous ai mis l'adresse du site. C'est pas un site pirate ou quoi, c'est pas interdit. L'éditeur, en fait, Elsevier le mettrait à disposition via parce que c'est un livre qui a été commandité par le Collège national des professeurs de médecine vasculaire. Et sur leur site, en fait, on peut avoir accès à ce bouquin. Donc c'est bon à savoir parce que c'est gratos. Et notamment dans ce bouquin, il y a cette espèce de tableau, présentation synoptique de tout ce qu'il faut faire pour lire une LCA, qui est pas mal, qui est très synthétique. C'est-à-dire que si vous savez déjà ce tableau, vous saurez à peu près vous débrouiller sur un article. Bon, le tableau, il est imbouffable comme ça, mais bon, si vous pouvez aller sur le site et le retrouver, c'est une bonne chose, quoi. Vous pouvez le bosser, c'est... Ouais. Alors je le remets rapidement, mais il sera de toute manière sur le site internet. C'est bon ? Non. Mais de toute manière, il sera sur le site. Hein. Ok.
Hop, donc je continue. Alors je continue sur ce bouquin en fait qui a une pas très bonne réputation. Enfin moi je l'ai pas lu ce livre, mais j'ai regardé un peu les commentaires qu'il y avait sur les forums étudiants. Et il n'a pas une très bonne réputation, et notamment parce qu'il fait de la méta-analyse. Et vous savez qu'il n'y a pas de méta-analyse pour vous au programme de l'ECN. D'accord? Donc tout ce qui est méta-analyse, vous pouvez le zapper pour l'ECN, mais vous devrez à un moment donné, de toute manière, voir ce que c'est qu'une méta-analyse, c'est tellement important. Mais pour l'ECN, vous pouvez zapper ça. Donc c'est bon à savoir. Là, le bouquin de cas clinique dont je vous parle tout le temps, eh ben, il y a un petit frère, en fait, un bouquin de lecture critique d'articles qui vient de sortir et que j'ai pu feuilleter. Il est pas mal, en fait. Il est résumé au début. En fait, vous avez 40-50 pages où on vous fait du cours. Et puis après, vous avez quelques articles, il y en a une douzaine, qui sont commentés. Donc ça peut être pas mal si vous cherchez un truc un peu synthétique. Et dans la collection là, de 24 dossiers par pôle, on est en train d'en faire un de LCA. Enfin, il sera peut-être prêt quand vous serez en D4, quoi. J'espère qu'il sera prêt, en fait. Donc là, il y a plusieurs auteurs qui sont motivés et on se met dessus. Et la LCA que je vous ai faite, en fait, c'est un peu le prototype, sachant qu'elle va être quand même pas mal modifiée par rapport à ce que j'ai pu voir en conférence, des réponses qu'on me donnait, qui étaient parfois bien plus pertinentes que la question. Donc je vais un peu modifier ce que je vous ai fait pour le faire. C'est une version, ce que vous avez vu, en fait, c'est un peu une version test, quoi. Sachant qu'on travaille un peu à l'aveugle, quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a pas beaucoup de références, on n'a pas d'annales. Il y a juste sur le site du CNCI deux LCA en fait, qui sont corrigés, que vous pouvez faire. Et il y a aussi un professeur de Poitiers, enfin, qui fait ça au nom de tous les professeurs de la LCA, qui a mis sur l'université médicale virtuelle francophone, je ne sais pas si vous connaissez ce site, il va mettre, enfin il en a mis normalement déjà quelques-unes, il va en mettre quelques autres là d'ici la fin de l'année, que vous pourrez faire, vous pourrez vous tester, et lui il attend qu'on lui renvoie les résultats pour évaluer en fait comment les étudiants répondent, etc. Évaluer aussi l'homogénéité entre les différentes facs en France, et du coup il met à disposition des LCA gratuites telles qu'elles pourraient tomber au concours. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez aller regarder, quoi, si vous en voulez. Voilà, donc il faut bien connaître les recommandations du CNCI, il faut aller sur le site du CNCI, aussi bien pour les dossiers que pour la LCA. Sur la LCA, vous avez un glossaire, vous avez les conseils de rédaction pour les auteurs, et vous avez des exemples. Parmi les conseils, en fait, ils disent qu'il faut choisir donc un article qui soit en français, donc vous n'aurez pas d'article en anglais, et qui soit un article de bonne qualité. Donc si on prend les deux et qu'on fait une espèce d'équation avec les deux, ça veut dire que soit vous aurez une traduction, comme c'est le cas ce soir, soit vous aurez une revue française de qualité. Et il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire des revues françaises qui publient des articles originaux et qui a un impact factor en fait, suffisant pour que des auteurs qui veulent faire de l'impact factor, et donc qu'on fait une étude quand même de qualité, la soumettent au comité éditorial du journal, quoi. Et donc sur des questions tombables, quoi. En fait, ce sera que des questions que vous aurez fait au programme de l'ECN, en fait. Ce ne sera pas d'autres sujets. Ils ne vont pas vous poser de questions de cours, donc je vous rassure sur les sujets que vous avez faits, mais vous devez avoir des connaissances quand même de base, comme ce soir sur les antipsychotiques, pour pouvoir un petit peu répondre, placer l'étude dans son contexte, mais sans aller très loin, quoi. Là, replacer l'étude dans le contexte ce soir, en plus c'était marqué dans l'étude, mais c'était simplement de dire que les antipsychotiques atypiques sont privilégiés par rapport aux neuroleptiques classiques. Bon, ça c'est pas non plus une connaissance ultra poussée de la pharmacologie en psychiatrie, quoi. Donc ce sera que des choses de base sur des choses qui seront normalement connues de vous. Voilà, donc revue française et revue de qualité, ça veut dire que soit vous aurez une revue de généraliste, la presse médicale, grosso modo il y aura que celle-là sur les revues françaises, soit une revue de spécialité avec des petits impact factors, par exemple en psychiatrie, nous c'est l'encéphale, qui a un impact factor en dessous de 1. Pareil, ou alors vous pourrez avoir une traduction d'un journal anglo-saxon, qui pourrait être un journal spécialiste et un journal généraliste. Ce que je vous ai mis, en fait, la flèche en rouge, c'est l'augmentation de l'impact factor en fonction de là où on se place. C'est-à-dire que les journaux généralistes, ils ont toujours un impact factor plus fort que les journaux de spécialité, parce qu'ils sont plus lus, finalement, et du coup, l'impact factor, il est vraiment en fonction du nombre de citations qu'on a. Donc plus un journal est lu, plus il va être cité. Et voilà, donc en fait, quand quelqu'un a un grand article, quand il veut devenir prix Nobel, il va publier dans un journal généraliste et pas forcément dans un journal de spécialité.
Donc voilà, mais ça vous connaissez tout ça? Ouais, à peu près. Bon, on continue. Du coup, pour cette LCA, c'est un peu l'application de tout ça, c'est que j'ai pris une traduction d'un article en anglais. Et le fait de travailler sur une traduction, pour certains étudiants, c'est vraiment très rassurant par rapport à travailler sur l'article en anglais. Le problème, et le gros problème, c'est quand vous allez travailler sur une traduction, il va y avoir des fautes de traduction, et il peut y avoir des contresens qui doivent être dépistés. Donc, en gros, pour votre pratique future, il vaut mieux lire en anglais. Et pour le CN, quand c'est une traduction, il faut quand même se méfier, parce qu'il peut y avoir des contresens. Ok. Donc on va faire l'expérience de la traduction. Donc tu peux me répondre à la question 1. Alors en une phrase, l'objectif principal. Donc ça c'est une question que pour une LCA, vous devez toujours vous attendre à ça. Parce que grosso modo, là c'est un essai clinique, mais dans un essai clinique, il y a 2-3 choses à savoir. La première chose, c'est l'objectif principal. La deuxième chose, c'est est-ce que les groupes sont comparables. La troisième chose, c'est le critère de jugement. Quatrième, c'est le résultat sur le critère de jugement. Et le reste, c'est que du blabla. En fait, vous voyez, il y a 4 choses qui sont fondamentales et le reste, on s'en fiche un petit peu. En tout cas, l'objectif, moi je dis ça pour caricaturer, mais l'objectif, on va vraiment s'y intéresser et ça sera une question que vous aurez dans quasiment à tous les coups, quoi. Ma réponse, c'est le but principal, c'est de comparer l'efficience d'antipsychotiques atypiques et conventionnels. Ouais. Donc c'est bien. Elle n'est pas très précise. Bah, si, c'est bien, mais t'es tombé dans le piège en fait, parce que en fait, le mot anglais effectiveness, il se traduit en français par effectivité et pas efficience. L'efficience, c'est une notion, normalement vous devez connaître, parce que c'est une notion économique. C'est le rapport entre le coût et le gain en fait d'une stratégie. Par exemple, est-ce que ça coûterait plus cher de soigner les patients avec un antipsychotique atypique qu'avec un neuroleptique? L'efficience, c'est ça. L'effectivité, c'est une notion qui se traduit, c'est un mot français, mais qui se traduirait en français un peu plus vulgaire par efficacité clinique. Pas efficacité, parce que l'efficacité, c'est dans des conditions théoriques, généralement sur des études, c'est sur des analyses en pair protocole, alors que là, on est sur une efficacité pratique, une efficacité de terrain, en fait, l'efficacité dans la vie de tous les jours. Ça, vous avez bien senti que c'était ça. En fait, on veut voir comment sont les antipsychotiques dans la vie de tous les jours, et pas seulement dans des conditions expérimentales très restrictives. Vous avez vu, les critères d'inclusion dans l'étude, ils étaient assez larges. C'était pas vraiment des critères d'inclusion restrictifs. Et du coup, on voulait vraiment évaluer l'efficacité en pratique. Et c'est un peu cet objectif qui va guider les choix méthodologiques qui vont être faits dans l'étude et qu'on va discuter justement. Donc en fait, ça aurait été mieux de le faire en anglais, parce qu'en anglais, on ne serait pas gouré. Donc là, je ne pense pas qu'à l'ENC, on va vous demander une question aussi vache sur une erreur de traduction, sur un mot anglais qui se traduit en français, par un mot que vous ne connaissez pas forcément, dont la définition elle est pas toujours connue par les étudiants. Moi, c'était pour vous l'illustrer, le problème de la traduction, et surtout pour vous dire que quand vous n'êtes pas sûr, plutôt que de mettre un mot que vous ne connaissez pas, vous essayez peut-être de le reformuler, genre de reformuler en efficacité pratique. Ça, c'était facile parce qu'on le déduit vraiment du contexte de l'étude, et c'est pas plus mal que de parler d'efficience, alors qu'on ne sait pas forcément ce que c'est que l'efficience, ou qu'on sait alors qu'on ne l'utilise pas forcément dans son sens pur, quoi. Ok. Mais je pense que tout le monde s'est trompé, donc ne te fais pas de soucis. Alors la question suivante. Donc moi je me souvenais plus bien des billets, donc j'ai mis un peu tous les billets dont je pouvais me souvenir. Donc, mais je crois que ce qu'il fallait, c'était outre que les sujets recevant une seule prise pouvaient savoir qu'ils n'étaient pas dans un bras aux iprasidone par exemple, générant un biais d'information qui allait affecter légèrement le double aveugle. Les modalités de prescription de l'olanzapine et de la perfénazine et de la risperidone ne sont pas respectées. Ce qui va générer un biais de réalisation. Ouais. Et donc pour juger de l'importance de ce biais, il nous faudrait l'information sur la pharmacocinétique de chaque traitement, donc les doses efficaces, la demi-vie. Les doses efficaces, donc ça c'est pas forcément de la pharmacocinétique, parce que la pharmacocinétique c'est plutôt temps d'absorption, demi-vie, comme tu as dit, enfin c'est l'absorption,
la distribution, l'élimination. Donc le mot pharmacocinétique, c'est peut-être pas le meilleur mot par rapport à l'idée que tu exprimais. Ensuite, la réponse que tu as donnée, elle est bien en disant que le fait d'avoir donné les traitements de cette manière, c'est-à-dire que pour les traitements qui se donnaient en 2 fois par jour, il y a une partie où on a divisé le groupe en 2, une partie où on a donné 1 fois par jour la dose totale, et une autre partie où on a donné matin et soir. C'est vraiment bizarre. Pourquoi ils n'ont pas fait des gélules placebo tout simplement On peut se demander ça, et d'ailleurs la question que tu poses, c'est pourquoi ils n'ont pas fait de gélule placebo. Donc on peut se demander ça, et une question qu'on pourrait vous demander à l'ECN, c'est de dire, voilà, la méthode de distribution des traitements est problématique, parce qu'elle met en cause le double aveugle. Proposez une technique, d'après vous, quelle technique pourrait permettre de pallier à ce problème, quoi. Et justement de dire, voilà, on va donner pour les médicaments qui sont en 1 prise par jour, on va donner le médicament le soir et le placebo le matin, et pour ceux en 2 prises par jour, on va donner le médicament en 2 prises par jour. Donc, ils ont inversé les prix, parce qu'il y a deux phrases opposées que j'ai pas compris. ouais, donc tu demandes s'ils ont inversé les prix, parce qu'il y a des phrases opposées que tu n'as pas compris. Eh ben, c'est dur à comprendre ce qu'ils ont fait. Alors je ne sais pas si c'est lié à la traduction, mais ce qu'ils ont fait, c'est que dans le groupe qui prenait le traitement 2 fois par jour, ils leur ont donné 2 fois par jour. Mais dans le groupe qui prenait le traitement 1 fois par jour, il y a une partie qui a pris le traitement 2 fois par jour, on a divisé les posologies en 2, et une autre partie qui a pris le traitement 1 fois par jour. C'est bizarre, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Et en plus, quand moi je lui avais posé la question, c'était pas tout à fait ça que je voulais discuter, parce que moi je parlais des posologies, et surtout, quand je parlais de posologie, je sous-entendais surtout la notion de dose. Et en fait, le problème de cette étude, voilà, c'est ça, c'est qu'on veut, si vous vous souvenez ce qu'on a dit à la question d'avant, on veut étudier l'effectivité, donc l'efficacité pratique des antipsychotiques dans les conditions de la vie de tous les jours. Est-ce que, avec leur dose croissante qu'ils ont donnée pour les différents traitements, c'est-à-dire qu'on a 4 doses par traitement, est-ce qu'on respecte l'éventail des posologies qui existent en pratique ? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en pratique, on va pouvoir faire par exemple 2 mg, 3 mg, 4 mg, enfin 5 mg, 6 mg. Et là, est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire juste 2 mg et 6 mg? Auquel cas, ce n'est pas vraiment pareil. Et auquel cas, on ne peut pas forcément parler d'équivalence avec l'efficacité pratique. Et c'est pour ça que je disais quelle notion vous recherchiez. Et c'était la notion en pratique de dose. Quelle est la dose? Parce que ça, ce n'est pas des choses qui sont à connaître pour vous à l'ENC. Mais quand on est psychiatre et qu'on voit la manière dont ça a été fait, on se rend compte rapidement qu'il y a des problèmes au niveau des doses. Il y a des traitements en plus qui vont être surdosés par rapport à d'autres. C'est-à-dire que l'olanzapine, on va pouvoir avoir une posologie qui est bien maximum avec celle qui est utilisée en pratique, quoi. D'ailleurs, je l'ai fait là. C'est que, par exemple, l'olanzapine, vous avez la posologie maximale en pratique par jour, elle est de 20 mg. Et dans cette étude, la posologie maximale, elle autorisée, elle était de 30 mg. Donc elle est beaucoup plus élevée que celle qu'on utilisait en pratique. Ce qui est assez grave, parce que quand on regarde le tableau où il donne les moyennes des doses par groupe, dans le groupe olanzapine, la dose moyenne, c'est 20 mg. Autrement dit, c'est la dose maximale habituelle. Et comme par hasard, c'est l'olanzapine qui s'en sort le mieux, qui a les meilleurs résultats. Bah oui, mais par exemple, si on le compare à la risperidone, la dose maximale en pratique, c'est 8 mg, et la posologie maximale dans l'étude, c'est 6 mg. Donc on ne pouvait pas aller à posologie maximale avec la risperidone. Vous voyez les problèmes que ça peut poser après dans l'interprétation des résultats. En fait, si je vous ai posé cette question, elle était intéressante, mais elle était peut-être mal formulée dans la manière dont je l'ai posée. Ça, c'est possible. D'ailleurs, ceux qui ont répondu qu'il y avait un problème au niveau du double aveugle, j'ai trouvé que c'était pertinent et du coup, j'ai mis les points. Il n'y a pas eu de souci. Ma question, elle était un peu mal posée. Mais en tout cas, si je l'ai posée, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de critiques dans la littérature sur l'étude CATI qui portaient justement sur cette notion de dose. On parle de quelle question? On parle de la question 2, là. Ah oui, parce qu'en fait, Alors, attends, prends le micro. pardon, parce que dans la 7, c'était justement, non, ou dans la 10, je ne sais plus, c'était justement ça l'aspect polémique. Ouais, ça peut faire partie de l'aspect polémique. C'est polémique qu'un biais en soi, parce que c'est pas un biais dans l'analysation de l'étude qui fait que l'étude en elle-même est compromise. C'est juste qu'après, on a des problèmes, c'est polémique, on ne peut pas le représenter par rapport à la population générale. Donc c'est plus une question de polémique qu'un biais vraiment directement. Je trouve. Disons que c'est un biais dans le sens où tu fausses systématiquement tes résultats. En faisant cette méthode de randomisation par rapport à ce qu'ils veulent évaluer. Mais ce n'est pas un biais comme on apprend justement
genre biais de mémorisation, biais de machin, c'est... Bon, voilà. Mais ça se discute, la question, elle n'était pas très bien posée. Ok, question suivante. Vous avez des questions toujours sur celle-là? C'est bon? Ouais, je crois que j'ai Ouais. pas compris une partie. Ils disent pas à un moment donné qu'ils ont bien respecté les doses, enfin à un moment donné de l'article, j'ai pas tout compris. À la mais fin, ils en discutent un petit peu. Ils ont bien Ouais. dit qu'ils ont respecté les doses. Ils en parlent de ça dans la discussion rapidement. Ouais, en début de mais donc discussion. c'est pas vrai ou enfin je Donc, comprends ils pas. disent qu'ils n'ont pas respecté, mais qu'en pratique, c'est quand même ce qui se fait le plus souvent. C'est à Ouais. peu près les mêmes doses. Bah, disons que ça, ils en ont conscience de ce problème et ils les mettent à la fin dans la discussion, ce qui est relativement honnête, et ce qu'il faut trouver dans un article, quoi. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que justement, si tu n'as pas la puce à l'oreille, toi, à te dire il y a un problème là-dessus, bah, au moins, ils mettent le doigt un peu dessus et puis tu peux aller regarder, quoi. Heureusement. Mais il y en a qui ne le mettent pas, justement, ce genre de truc. Ok, question suivante. Ça, c'est une question... Question suivante, oui, les garanties éthiques étaient suffisantes, puisque Ouais. déjà, tous les patients ont été traités par des traitements qu'on sait dans la littérature efficaces. Ouais. En plus, on a vu que les patients qui avaient des antécédents d'effets indésirables à ces traitements ont été exclus de l'étude. Les femmes enceintes et qui allaitent ont été exclues de l'étude pour pas qu'il y ait de complications sur le nouveau-né. Les patients souffrant d'une infection grave non stabilisée ont été exclus pour éviter une décompensation. Donc ils ont pris quand même beaucoup de précautions pour qu'il n'y ait pas de problème éthique. Alors, la question, elle parlait pas sur... Et les retards mentaux aussi ont été exclus de façon à ce qu'ils Non, puissent donner un la consentement. question, en fait, c'était pas de juger l'étude sur un point de vue éthique. C'était est-ce qu'il y a des garanties? Et ça, c'est très simple, une question comme ça, parce qu'il y a deux choses à savoir pour une étude, pour savoir si une étude est éthique. C'est est-ce qu'il y a un consentement? Donc, il faut que tu me dises oui, il y a un consentement. Et est-ce qu'il y a un groupe d'éthique? S'il y a ces deux choses-là, tu as l'équation pour dire que ton étude, elle est éthique. Donc là, il y a un comité d'éthique qui a été consulté et qui a donné un avis favorable. Et c'est le comité d'éthique, C'est dit du coup, quelque part, ça, dans l'article, qu'il y a un comité Ouais, d'éthique? c'est dit dans l'article. Et donc ce comité d'éthique, en fait, il s'est posé les questions comme tu t'étais posé. Et d'ailleurs, du point de vue éthique, on pourrait se demander, mais ça c'est une réflexion que je mets en suspens, mais est-ce que c'est éthique, par exemple, pour des patients qui auraient été équilibrés sous traitement, de leur changer le traitement, sachant qu'avec le nouveau traitement, ils vont peut-être pas être équilibrés? C'est une question qui a dû se poser dans le comité d'éthique, qu'on ne pourra pas répondre ce soir, mais c'est une question qu'on peut se poser. Non, une question d'éthique, ça s'arrête à ça. Non, une question... Si un comité et plus consentement, donc c'est bon, Non. éthique et respecté. Là, si vous avez une question d'éthique, il faut d'abord lire la question et répondre à la question. Moi, ma question, c'était est-ce que les garanties éthiques sont suffisantes? Ben, là, on a des garanties, parce qu'on a le comité et on a le consentement. Voilà. Et en pratique, dans une question éthique, sur l'éthique dans l'étude, vous devez faire ressortir ces mots-clés. Enfin, ça sera corrigé aussi par mots-clés. Donc ceux-là, ils sont super importants. Donc comité d'éthique indépendant, et puis consentement éclairé. Et là, il fallait aussi dire qu'il y avait le consentement des représentants légaux. Mais est-ce que écrire comité d'éthique indépendant, ça suffit? Parce que là, c'est dans différents centres. Il n'y a pas de comité national ou quoi que ce soit qui permette de valider ça. Pas plus, hein. On peut constituer n'importe quel comité, dire qu'il est indépendant, et puis basta. Ah bah oui, oui. Non, mais Donc c'est un comité sûrement reconnu. Enfin, là, on ne va pas te demander de... Tu peux le critiquer, hein, tu peux dire, oui, moi j'aimerais avoir peut-être un petit peu plus de garanties sur le comité d'éthique, mais on attend de toi de dire quand même qu'il y a au moins cet effort-là de demander à un comité d'éthique et qu'il y a le consentement. Enfin, on ne va pas te demander de dire, oui, mais peut-être que le comité d'éthique... ils partagent pas les mêmes opinions morales que moi, enfin, tu vois, tu vas pas te prononcer là-dessus. Toi, quand tu lis une étude, c'est suffisant en pratique. Et le CPP on a demandé au CPP, le CPP a mis son feu vert, bah voilà, l'étude elle est faisable. Et après, libre à toi de toute manière d'avoir ton opinion justement sur la manière dont la méthodologie a été mise en place, sur ce qu'on a fait. Et voilà, moi, sur la question qui me gêne le plus dans cette étude, c'est de savoir si on ne prend pas un risque de déstabiliser des patients en leur changeant leur traitement alors qu'ils étaient stables auparavant. Donc ça, c'est une question qui reste en suspens. Mais là, dans la question, moi, je ne vous demandais pas de le discuter. Parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est des questions que si on demande de discuter sur l'éthique d'une étude, alors déjà, en pratique, dans un article, c'est pas le protocole, donc tu vas avoir beaucoup moins de renseignements que dans le protocole, donc tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à te prononcer. Et puis en plus, imagine le correcteur, il n'arrivera pas à corriger une question comme ça. Enfin,
c'est super dur à corriger après. Donc là, moi, je demandais des mots-clés, bêtes et méchants, pour que vous reteniez en fait uniquement la formule qui est au tableau, quoi. C'est que l'éthique, c'est CPP et consentement. Et après s'ils vous demandent, discuter, ce qui aurait été plus éthique à faire, etc., bah là, vous pouvez essayer de discuter, quoi. Moi, je vous donne des bases simples, hein, en plus, aujourd'hui, quoi. Alors, Ok. pour la question 4, donc Ouais. c'était concernant le tableau 1, qui présente la comparabilité, etc. etc. Donc on demandait pourquoi les degrés de significativité des différentes comparaisons ne sont pas d'après vous mentionnés. J'ai répondu que par définition, les groupes avaient été randomisés, donc ils étaient comparables, et donc par définition, il n'y a pas de différence statistiquement significative, et donc on n'a pas à faire mentionner P. Bah alors là, tu as répondu une réponse parfaite, une réponse qui est intelligente, mais qu'on peut quand même discuter sur la base du fait que les groupes ne sont pas forcément tous comparables, dans le sens où les patients qui avaient présenté des dyskinésies tardives n'ont pas été randomisés dans le groupe perfrénazine. Ça, c'est aussi quelque chose qui est discutable dans cette étude, et on se demande pourquoi ils ont fait ça. En particulier, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de dire à partir du moment où le patient il a une dyskinésie tardive, on ne le randomise pas tout court, c'est un critère de non-inclusion, et on ne l'inclut pas dans l'étude. Ils les ont inclus, mais pas dans tous les groupes. Donc les groupes ne sont pas strictement tous comparables. D'accord. Mais en dehors de ça, le reste de ta réponse était purement pertinent et intelligent. Donc c'est ce qu'il fallait répondre. Il fallait dire qu'en fait, le but de ce tableau, c'est de se rendre compte, nous, quand on lit, en fait, qu'il y a une différence entre les groupes ou pas. Et cette différence, on ne va pas s'en rendre compte avec le petit p, mais on va s'en rendre compte avec les chiffres. On va regarder la moyenne, l'écart type, on va regarder les quartiles si on a quelque chose qui n'est pas normal, et puis on va se rendre compte finalement de la différence entre les deux groupes. Mais on n'a pas besoin de faire un test, parce que le test, l'hypothèse nulle, ce serait de dire que qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes qui sont issus de la même population, et l'hypothèse alternative du test, ça voudrait dire que les groupes sont issus les échantillons qu'on a sont issus de populations différentes. Ça n'a aucun sens parce qu'on sait de base qu'ils sont issus de la même population. Donc on ne va pas faire un test pour conclure qu'ils sont issus d'une population différente, alors qu'on sait qu'ils sont issus que c'est la même population. Donc la randomisation assure la comparabilité initiale, et il n'y a pas besoin de mettre les petits p. Vous trouverez des journaux où les reviewers, justement, refusent les petits p dans ces tableaux, et d'autres journaux où ils sont plus souples, où il y a des petits p, et là ça donne une indication, justement, s'il y a une différence, mais finalement ça on s'en rend compte simplement en regardant les distributions, quoi, s'il y a une différence. Et la différence, elle est liée au hasard s'il y en a une. C'est comme ça, il faut faire avec. Donc quand il y a une différence dans la comparabilité initiale, notamment sur des critères qui ont un gros impact, en fait, je ne sais pas, physiopathologique, ou quoi, par exemple, si dans un groupe, là, on avait plus de patients, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans un groupe ? Des coronaires, des Pardon ? coronariens, des choses comme ça. Je crois. Ouais, on pourrait avoir, par exemple, plus de patients diabétiques dans un groupe que dans l'autre, de base. Bon, ça pourrait poser problème pour l'analyse des effets métaboliques des neuroleptiques par la suite, quoi. Est-ce que ce serait dans ce cas-là qu'on ferait une stratification, c'est ça ? Alors dans ce cas-là, tu pourrais faire une analyse avec une stratification, ou ce qui est souvent fait, c'est une analyse multivariée avec des ajustements. C'est-à-dire que tu vas ajuster le critère que tu cherches à comparer, tu vas l'ajuster sur la variable justement qui est différente dans les deux groupes. C'est-à-dire que tu vas la prendre en compte dans ton analyse. Mais là, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est des analyses statistiques compliquées et c'est du niveau de DEA, quoi. Donc on va pas, de Master 2, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en pratique, oui, quand il y a un problème de comparabilité initiale, on peut le résoudre par des petits stratagèmes statistiques. Le but, c'est quand même de ne pas avoir de problème de comparabilité initiale, quoi. Donc il faut avoir une randomisation bien faite, il faut pouvoir la critiquer. Donc ce que tu as dit aussi, il faut le relativiser en disant qu'on n'a pas assez d'informations dans cette étude sur la randomisation et la manière dont elle a été faite. Ça, tu aurais pu mettre ça en une phrase. A priori, il n'y a pas besoin de faire de tests statistiques parce qu'ils sont issus grâce à la randomisation de la même population. Mais j'aimerais bien avoir plus d'informations sur la randomisation et sur la manière dont elle a été menée. Parce que ça n'a pas été décrit. C'était pas très bien décrit dans l'article, puisqu'il renvoyait à un autre article précédent où tout ça avait déjà été publié. Donc, je ne pouvais pas vous donner 10 articles, quoi. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? C'est une question que j'ai sortie qui s'est inspirée en fait d'un des dossiers d'une LCA qu'il y avait sur le site du CNCI. En fait, simplement, quand je l'ai écrite, j'ai un peu refait la question, je l'ai un peu modifiée. Et voilà. Donc c'est tombable.
La question d'après, elle est très très tombable. En tout cas, si vous avez un essai clinique, quoi. Donc du coup, c'est à toi. Ah, tu sais pas.